Salut mes petits historiens, est-ce que vous êtes prêts à faire un bond dans le passé de plusieurs siècles puisque nous allons retourner au tout début du 9e siècle. Notre voyage nous amènera à rencontrer de glorieux personnages comme le légendaire Charlemagne ou les puissants vikings, mais nous allons surtout suivre l'histoire d'un grand guerrier qui, à l'inverse de ses prédécesseurs, a réussi à rendre la Bretagne indépendante et unie pendant près de 7 siècles. Son nom, je pense que vous l'avez deviné. Il s'agit de Nominoé. Mais quelles aventures nous attendent? Allons-nous survivre aux côtés de Nominoé lors de glorieuses batailles? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce premier épisode des Chroniques historiques. Ça y est, nous venons de faire un bond dans le passé et nous voici en l'an 800, plus précisément le 25 décembre. Si vous vous souvenez un petit peu de vos cours d'histoire, c'est ce jour que Charlemagne, roi des Francs, est sacré empereur d'Occident à Rome. C'est aussi la même année que notre cher Nominoé voit le jour dans la région du Poer, en Cornouailles. Mais déjà, prenons cette information avec des pincettes puisque pour les historiens, son lieu de naissance reste incertain. Pour certains, il serait né dans la région du Poer, comme je viens de l'énoncer, mais pour d'autres, il serait né dans la région du Vantais, qui correspond au Morbihan actuel. Et une troisième source bien étrange nous vient directement du 9e siècle, puisque les ennemis de Nominoé ont colporté une étrange histoire à son sujet. Il serait né fils de pauvres paysans qui se seraient enrichis par hasard en découvrant un trésor dans un champ. Mais pour le bien de notre récit, nous allons garder la première piste. Sur sa jeunesse, nous n'avons aucune trace, mais c'est à partir de 819 que nous retrouvons des premiers écrits à son sujet. Nul doute que Nominoé a appris à écrire, à lire, à monter à cheval et à apprendre le maniement des armes. Mais avant d'aller un petit peu plus loin dans notre histoire, je tiens à m'attarder quelques instants sur la situation de l'Europe à l'époque pour que vous compreniez un peu mieux le monde de Nominoé. En 476, après la chute de l'Empire romain d'Occident, les Gaules, la Germanie et la Grande-Bretagne doivent se réorganiser. En Gaule, un jeune prince franc, répondant au nom de Clovis, entreprend la conquête d'un vaste territoire et fonde le royaume des Francs. Il en devient le premier roi et fonde la dynastie des Mérovingiens qui perdura jusqu'au milieu du 8e siècle. Les Carolingiens deviendront par la suite les maîtres de l'Europe. Face à cette grande puissance, la Bretagne parvint à rester autonome puisque dès 496, Clovis signe un traité dans lequel les cités armoricaines ne paieront aucun tribut pour le compte de la Francie. En retour, les cités devront accepter un droit de regard des Francs sur leurs terres. En Grande-Bretagne, l'île est en proie aux raids saxons venus de Germanie et qui progressent depuis la côte est. De nombreux royaumes saxons verront le jour comme le Wessex, la Mercie, la Northumbrie, le Sussex et plein d'autres. Avançons dans le temps jusqu'en 753. Pépin le Bref, roi des Francs et père du futur empereur Charlemagne, crée une zone militaire regroupant la cité de Nantes, Rennes et Vannes qui baptise Marche de Bretagne. Pour la faire simple, c'est une zone militarisée qui permet de surveiller la frontière bretonne en cas de guerre ou de rébellion. À la mort de son père, Charlemagne entreprend la conquête totale de la Bretagne. Il attaque une première fois en 786, une seconde fois en 799 et une troisième fois en 811, sans grand succès. Revenons cette fois en 818. Nominoé est âgé de 18 ans et est témoin de la révolte du breton Murmand qui en a assez de l'oppression des Francs. Malgré son sens du patriotisme, il préfère rester passif dans cette affaire puisqu'il considère que les révoltes sont inefficaces contre les Francs et ruineuses pour la Bretagne. Il va davantage se tourner vers des affaires chrétiennes en aidant l'église à fonder l'abbaye bénédictine de Redon dans le Vantais. Murmand, quant à lui, est tué à la bataille de Ménès-Morvan. Mais pourquoi s'est-il révolté, me demanderez-vous? Eh bien, après la mort de Charlemagne, son fils, Louis le Pieux, tente comme son père d'imposer la domination franque sur les territoires bretons. Une autre révolte éclatera en 822 et en 824, menée par Guillaumard, mais qui subira le même sort que son prédécesseur. Après cela, l'empereur Louis tente la voie de la diplomatie. C'est pourquoi il demande à l'ambassade des nobles bretons de le rejoindre à Aix-la-Chapelle, capitale de l'Empire, pour jurer soumission et allégeance à l'empereur. La rencontre a lieu en août 825 où Nominoé, désormais âgé de 25 ans, et ses confrères jurent allégeance à l'empereur. Mais déjà, durant la rencontre, l'empereur Louis aura remarqué le fort pouvoir que possédait le jeune Nominoé sur ses confrères. C'est pourquoi, en 831, soit 6 ans plus tard, l'empereur Louis va nommer le jeune Nominoé, désormais âgé de 31 ans, comte de Vannes qui, rappelons-le, fait partie de la Marche de Bretagne. Et non, ce n'est pas une décision hasardeuse, puisque après la redistribution des charges publiques par la noblesse carolingienne, l'empereur Louis va être témoin d'un coup d'état par ses fils qui va échouer. Après cela, l'empereur Louis va devoir renforcer ses positions et va donner davantage de pouvoir à des hommes de confiance, et Nominoé semble tout indiquer pour la Bretagne. Le nouveau comte de Vannes prend ses fonctions le 1er mai 831 et portera le titre de Missus Imperatoris, ce qui signifie
envoyé de l'empereur. Ouais, ça fait classe sur le CV. En l'état actuel des choses, tout semble en ordre et une période de paix commence à se mettre en place. Seulement les choses vont commencer à se pimenter en 840 puisque l'empereur Louis vient à mourir. L'Empire est donc divisé entre ses 4 fils. Son 4e fils, dit Charles le Chauve, hérite de la Francie occidentale et ne va pas tarder à rentrer en conflit avec ses autres frères, plus particulièrement Lothaire, qui devient le nouvel empereur et qui estime que la totalité de l'Empire doit lui revenir. Il décide d'envahir les territoires de Charles et remonte même jusqu'à la Loire. Ce dernier décide de contre-attaquer et demande de l'aide à son frère Louis, qui décide de combattre avec lui et affronte leur frère à Fontenay en Puisée, près d'Auxerre, en juin 841. Défait durant la bataille, Lothaire n'a d'autre choix que de rendre les territoires conquis à son frère. Durant le conflit fraternel, Nominoé a hésité à prendre part au combat, mais s'est considéré délié de tout engagement avec l'Empire puisque le précédent empereur est mort. Il se proclame souverain légitime de toute la Bretagne, fait annuler toutes les ordonnances et fait destituer les officiers francs présents en Bretagne qui maintenaient l'ordre dans la région. Comme Murmand et Guiomard avant lui, Nominoé lance sa propre rébellion et commence à unir les peuples bretons sous sa bannière, puisqu'il est quelqu'un de respecté et de très puissant. Il passe à l'offensive, fait chasser les Francs de la Mayenne et de la Loire, fait occuper les villes et les châteaux et parvient à reprendre la cité de Nantes avec l'aide du comte Lambert. Face à la nouvelle, Charles menace la Bretagne de représailles en envoyant une nouvelle troupe armée, mais Nominoé lui répondra que s'il veut la guerre, eh bien il l'aura. Ayant perdu Nantes, le roi Charles fait destituer le comte Lambert et nomme son allié Renaud d'Herbauges à sa place. Pour Nominoé, c'est un défi qu'il décide de relever. Il décide d'affronter le Franc à Messac, à 80 km de Nantes. La victoire revient aux Bretons et s'empresse de conquérir la région en détruisant les monuments et les villes franques. Charles décide de contre-attaquer en envoyant une nouvelle armée, mais il va devoir remettre cette attaque à plus tard, puisque les deux ennemis vont devoir faire face à une menace commune venue du nord. Cette menace a commencé à faire parler d'elle en 793 lorsqu'un peuple de guerriers scandinaves attaque l'abbaye de Lindisfarne en Grande-Bretagne. Ces hommes sont les Vikings. Très vite, les Nordiens multiplient les raids contre la future Angleterre en s'accaparant de nombreuses terres et de nombreuses richesses. Ambitieux, les Vikings s'aventurent plus au sud et s'intéressent à la Francie dès 799. Ils s'intéressent dans un premier temps aux côtes franques avant de s'enfoncer dans les terres. Toujours plus de terres et toujours plus de territoires. Nantes est attaquée en 843 et les Vikings se retrouvent face aux Bretons qui organisent la défense de la cité. Elle finit par tomber aux mains des Nordiens et sa population est massacrée. Toulouse subit le même sort en 844. Face à la menace, Nominoé entreprend la défense des côtes bretonnes qui est en proie aux attaques. Au nord, les Vikings remontent le fleuve de la Seine en direction de la cité de Paris. Charles décide alors d'assurer la défense de la cité. Les Francs doivent alors faire face à un certain Ragnar qui arrive devant les remparts de Paris le 28 mars 845 à la tête d'une flotte de 120 navires et de 6000 hommes. Après plusieurs jours de combat, vaincu, Charles demande aux Nordiens de quitter la ville mise à sac en échange d'une importante rançon, ce que Ragnar et ses hommes acceptent. Débarrassé des hommes du Nord, Charles décide de mater une bonne fois pour toutes la rébellion de Nominoé. La même année, à la tête d'une armée franque et saxonne, Charles pénètre en Bretagne. Nominoé décide de l'affronter une première fois en 843 à Messac et une seconde fois en novembre 845 à Ballon, une zone marécageuse. La bataille débute et les Francs se retrouvent submergés face aux Bretons qui décident d'employer la guérilla avant d'attaquer de plein fouet l'armée de Charles. Cette bataille décisive durera 3 jours. Une bataille des plus sanglantes puisqu'elle déterminera la soumission ou la liberté de la Bretagne tout entière. Au bout du 3e jour, les Bretons sortent vainqueurs après que Charles ait fui le combat avec quelques hommes. Résigné, Charles n'a d'autre choix que de signer le traité de 846 qui reconnaît l'indépendance de toute la Bretagne et Nominoé comme prince. Seulement, le prince de Bretagne n'a pas pleine autorité sur son territoire puisque l'église carolingienne est encore présente. Il va toutefois remettre cette affaire à plus tard puisque les Vikings ont décidé d'attaquer une nouvelle fois la Bretagne. Nominoé va devoir les affronter seul entre 847 et 848 et subira 3 défaites. Il n'a pas d'autre choix que de payer une rançon comme Charles avant lui pour que les Vikings s'en aillent. Débarrassé des hommes du Nord, Nominoé peut reprendre l'affaire contre l'église et va se tourner vers le pape Léon IV en 848. Reçu par le Saint-Père, ce dernier estime rester prudent devant cette affaire de peur de rentrer en guerre contre les Francs, mais permet toutefois à Nominoé de porter le titre de duc et de porter une couronne. Sachant que l'église n'interviendra pas dans cette affaire, Nominoé en profite et réagit l'année suivante, en avril, pour rassembler les évêques devant une assemblée de clercs et de laïcs qu'il juge coupables de simonie. Ils sont destitués de tous leurs biens, remplacés par des évêques bretons et renvoyés à la cour du roi Charles. À Dole, nouvelle capitale de la Bretagne, Nominoé se proclame roi, ce qui indigne Charles et le pape Léon. À la tête d'une nouvelle nation unie et indépendante, Nominoé entreprend la reconquête de la Marche de Bretagne en 850 et étend la Bretagne sur les territoires que nous connaissons actuellement. Après cette conquête, Nominoé déclare que son fils, Erispoé, né en 820, âgé de 30 ans, sera son successeur. L'année suivante,
Nominoé continue sa guerre expansionniste. Il ravage l'Anjou et le Maine, ce qui pousse Charles, occupé en Aquitaine, à remonter vers le nord afin de l'arrêter puisque le Mans est menacé. La ville est prise et Nominoé continue sa marche vers la cité de Vendôme. Mais sa campagne va s'arrêter brutalement le 7 mars 851 puisque Nominoé meurt d'une crise cardiaque. Profitant de l'occasion, Charles attaque la Bretagne, mais se retrouve face à Hérispoé en août 851 à Grand Fougeray. Battu une nouvelle fois par les Bretons, il n'a d'autre choix que de signer le traité d'Angers qui reconnaît officiellement Hérispoé, roi de la Bretagne. En retour, le jeune roi devra jurer fidélité au roi des Francs. Dans tous les cas, Nominoé aura laissé une trace indélébile dans l'histoire de son pays, puisqu'il est le premier chef breton à avoir unifié toutes les tribus bretonnes sous la bannière de la révolte afin de gagner leur indépendance. Il ne sera jamais reconnu roi parmi les Francs, mais fut pour beaucoup le premier dirigeant d'une toute nouvelle nation. Mais cette idée d'unification et d'indépendance a germé dans l'esprit d'un autre chef breton quelques siècles avant lui. Son nom, Conomor. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, ce premier épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et à aller faire un petit tour sur la page de Paul qui est juste en dessous sur Instagram et sur Facebook, qui fait des choses vraiment superbes. Donc allez jeter un petit coup d'œil, ça lui fera vraiment plaisir. Allez, à bientôt.